Ça marche. Attendez-moi avant de recommencer, je vous ferai un signe. D'accord. Oui, rebonjour donc, je suis Mirella Coni de l'IGN et je vais vous présenter la plateforme iTowns, qui est une plateforme technologique de l'IGN, en trois parties importantes. La première, c'est en trois parties. La première, c'est l'historique, afin de comprendre ses fonctionnalités, ses cas d'application, ses cas d'utilisation et aussi son évolution. La deuxième partie, c'est iTowns comme un produit industriel, donc l'industrialisation du produit. Et à la fin, nos réalisations et notre feuille de route. Commençons d'abord avec la définition pour un guise d'introduction. Qu'est-ce que c'est iTowns? Donc, c'est une plateforme technologique de l'IGN qui est censée pour visualiser les données 3D géoréférencées sur n'importe quel type de support et tout type de données, qui est développé par les derniers standards WebGL et JavaScript basés sur la librairie 3JS et qui, avec en plus de la visualisation, des fonctions d'interaction avancées. Historiquement, l'historique, en un coup d'œil, l'évolution de la plateforme en un coup d'œil, selon les dates marquantes, l'évolution est fait marquant. La plateforme elle a été lancée en 2008. Initialement développée par les laboratoires de recherche et initialement ayant pour but uniquement de visualiser les images et les données laser acquises par le véhicule Stereopolis. Au fil des années, elle a beaucoup évolué parce qu'elle a été utilisée dans beaucoup de projets de recherche qui ont contribué à son enrichissement en fonctionnalités. En janvier 2016, premier moment important, c'était janvier 2016, donc le lancement du projet officiel ou industriel iTowns et son ouverture à l'open source. Troisième moment important du projet, c'est ça et la première release en février. Deuxième moment important, c'est la deuxième release le 6 juillet 2017. Donc la release 2.0 du produit industrialisé. Et 2 mois après, donc le 15 septembre dernier, la release 2.1 qui apporte quelques améliorations à la release 2.0, qui celle-là, c'est la release majeure du projet et qu'on va aller voir sur le site de qu'est-ce qui se passe et les capacités de ce produit. Commençons donc par l'historique au début. Voyons de façon un petit peu plus détaillée comment le produit, qu'est-ce qu'il fait le produit et comment il a évolué. Tout au début, donc, vous voyez, c'est les acquisitions du Stereopolis, qui est le véhicule instrumenté de l'IGN, équipé d'une caméra, d'une tête de 6 caméras panoramiques et du laser. Donc, acquisition des images et du laser, pré-traitement de ces données et recalage des données, mise en base, diffusion via des flux standards pour être visualisées dans iTowns. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le principe? Pendant que le véhicule roule, il génère aussi un modèle numérique du terrain, en X, Y, Z, donc dans la trajectoire qu'il a parcourue. Il récupère à la fois les modèles des bâtiments, donc l'empreinte des bâtiments, à partir du référentiel grande échelle de l'IGN. Donc, il récupère les empreintes du bâtiment et il génère les polygones à la volée, donc triangulation des surfaces et des toits. Par la suite, sur ce modèle maillé, donc triangulé, il vient projeter les images panoramiques acquises par la tête du Stereopolis, par les multicaméras du Stereopolis, selon le principe projection de l'image la plus proche dans l'axe orthogonal qui se trouve devant la caméra. Le principe de l'acquisition, c'est le véhicule roule. L'acquisition, ça se fait selon le principe stop and go. Donc, tous les 5 mètres, il y a 6 images panoramiques qui sont acquises, et aussi la même chose pour le laser. Ce principe, il est rendu lors de la visualisation selon le principe click and go. Donc, à chaque clic, on a une image qui est visualisée, une image projetée, la panoramique la plus proche qui est
projeté sur le plan le plus proche, sur le plan orthogonal le plus proche. De cette façon, on a un modèle de bâtiment 3D texturé dans les zones où le véhicule Stereopolis il a roulé. Jusque-là, nous sommes dans une application de type mobile mapping, mais enrichi avec d'autres fonctionnalités, pas uniquement que de la visu. Dans la période 2008-2015, ce projet il a été utilisé, iTanz, donc en tant que plateforme d'acquisition, il a été utilisé dans beaucoup d'autres projets de recherche. Donc, initialement, le laboratoire Matisse de l'IGN qui l'a développé, l'a aussi enrichi pour participer dans d'autres projets. Un des projets importants qui a beaucoup influencé dans l'enrichissement du produit, ça a été le projet Terra Mobilita, où il a fallu étudier l'accessibilité de l'espace urbain, et aussi d'autres projets, Cartassur pour l'agrément sonore, etc. Donc, en 2015, l'IGN se trouve avec plusieurs démonstrateurs de recherche, et si on fait la somme de toutes les fonctionnalités, le produit, ces démonstrateurs donc, sont maintenant capables de naviguer sur un grand corps de données, images et lasers de façon intuitive, donc en choisissant son point de vue, capables de visualiser de plus en plus de couches, toutes les données produites par l'IGN, de faire des simulations diverses, on va les voir dans un petit film que je vais vous montrer après, de faire aussi d'autres opérations, pas uniquement de la visualisation, mais aussi de la notation, de la saisie, des mesures précises grâce à la superposition image et laser, donc des mesures de précision d'un centimètre, d'incorporer des données des capteurs ou de visualiser aussi des données, des résultats scientifiques et statistiques. Les fonctionnalités, pour les illustrer avec quelques images, ici au début, dans la première image, on a le projet à ses débuts. C'était la ville de Toulouse qui a servi comme terre d'expérimentation. Et ce projet Terra Mobilita, c'était pour étudier justement l'accessibilité dans l'espace, dans la ville de Toulouse. On voit ici la superposition image et laser avec les fonctionnalités de mesure. Dans l'image d'après, toujours dans le cas du projet Terra Mobilita, ils ont été développés des algorithmes de classification des éléments d'une scène, donc ça a été utile pour l'étude de la trajectographie et la mise à jour de la voirie. On est toujours dans le cadre 2008-2015 où les fonctionnalités continuent toujours à se rajouter. Ici, on a la superposition sur un MNT des bâtiments texturés, du laser et aussi du vecteur, parce qu'on a aussi, ici, on ne le voit pas très bien, mais on a des couches vecteurs de passage piéton, de vecteurs en 2D. Dans l'image d'après, il y a eu d'autres algorithmes développés, notamment la mesure semi-automatique. En un clic droit, avec un simple clic, on reconnaît que c'est un trottoir, donc on a la mesure automatique du trottoir, que ce soit largeur ou hauteur, toujours grâce à la précision, à la superposition de l'image et du laser. Ici, on voit des simulations diverses. Il y a une simulation grâce au MNT, donc des images ortho plaquées sur un MNT. On a une simulation de la montée des eaux de la Seine à Paris, dans le quartier du Grand Palais. La simulation de l'image, de cette image-là, on simule l'implantation d'un mobilier urbain. Ici, c'est un abribus. C'est toujours utile dans les plans de construction ou de consultation parce que, en plus, avec iTanz, on peut voir une simulation d'implantation à partir d'un point de vue qu'on a choisi. Donc, ça donne à l'utilisateur direct l'idée qu'est-ce que ça va donner ça à partir vue de ma fenêtre, par exemple. D'autres fonctionnalités, ici, ça a été un autre projet de recherche, le projet Cartassur. Il fallait visualiser des données de bruit, des données issues des capteurs de bruit incorporées dans le Stereopolis et plaquées par exemple, dans une information carto ou bâtiment ou ce qu'on veut. Dans l'image d'après, on voit une visualisation dynamique de suivi
de flux de piétons, toujours des algos de recherche. Donc, visualisation en dynamique, de mouvement dynamique des flux, ça peut être piéton ou véhicule. Et enfin, d'autres fonctionnalités. Là, on n'est plus dans un cas de mobile mapping, mais on est toujours dans un cas d'acquisition. Dans un cas d'acquisition souterraine, ça a été fait par des bandes d'acquisition de l'IGN avec des caméras légères développées par l'IGN. Donc le principe, c'est, on fait ici, je crois qu'il y a une erreur dans l'indice parce que c'est acquisition laser. En effet, c'est des acquisitions d'images uniquement. Donc avec un banc d'acquisition d'images, on fait une acquisition dans un tunnel. Ici, ce sont les égouts de Paris, dans un tunnel. Par la suite, on génère un nuage de points qu'on triangule avec des algorithmes connus de la recherche et on vient projeter les images qu'on a acquises sur ce maillage triangulé qu'on a généré et on a une vue comme la vue de l'image de fond. C'est toujours dans ce cas, vu qu'on a le nuage de points qu'on a généré à partir des images, donc on part de l'image, on génère un nuage de points, on fabrique le maillage, on projette les images sur le maillage et il est toujours possible d'effectuer des opérations de mesure avec précision grâce aux points qu'on a répartis nous-mêmes avec la définition qu'on a choisie nous-mêmes, que nous avons choisi nous-mêmes, ou d'introduction d'objets 3D, etc. Je vous propose mieux, là c'était un set de fonctionnalités de iTownz jusqu'à la release 2.0 qui est sortie en juillet. Donc pour voir toutes ces fonctionnalités, je vous propose une petite vidéo, je crois que le temps nous permet. Donc, c'est d'un projet de recherche à une plateforme de visualisation de toutes données géospatiales en 3D. C'est le projet à ses débuts, donc c'est à Toulouse, visualisation des images. Aussi communication avec des services. On peut se connecter avec un serveur web de géodata, donc des lieux avoisinants. On clique sur un lieu et on s'adresse le projet. Ici, c'est justement le projet Terra Mobilita, superposition images et laser. Mesure, annotation, mesure semi-automatique de la largeur ou de la hauteur du trottoir. Un diagnostic PMR, on peut faire de la saisie et on produit une feuille de diagnostic PMR pour dire, par exemple, ici on a un rapport de diagnostic, ici on a un trottoir étroit. Les mêmes images, j'aurais pu vous montrer ces images. On a fait des acquisitions pour Nantes, mais on a gardé un film générique. Toulouse, c'était notre terre d'expérimentation. Donc, on a aussi les mêmes acquisitions qui sont très semblables pour Nantes, Strasbourg, Rennes et Marseille. Donc, c'est des villes avec lesquelles l'IGN est en partenariat. Donc, désolé de ne pas pouvoir vous montrer des images de Nantes, mais ce serait un peu les mêmes choses, mais dans des quartiers que vous connaissez. Ici, on voit, oui, la superposition de plusieurs couches des bâtis 3D. Ici, on voit l'implantation, simulation d'implantation d'un objet. On prend la tour Montparnasse et on la met place de la Concorde, et puis on peut faire là, l'objet, l'abribus qu'on a vu dans les slides. Là, c'est le projet avant la release 2.1. C'est la release 2.0. On a rajouté une visualisation du globe, intégration de données statistiques sur le globe, donc une visu depuis l'espace, intégration des données statistiques. Affichage optimisé du MNT, donc on peut voir le MNT de tout le globe avec 100 bandes, avec des algorithmes de rapprochement. Ici, on a une vue réaliste avec une diffusion de la lumière, donc sur le globe toujours. Donc à tout moment, vous pouvez voir où vous êtes et les simulations, ou dans quel moment du temps vous êtes.
simulation de la montée des eaux dans le littoral. Ça, c'est des algorithmes simples de simulation qui ne tiennent pas compte des écoulements des eaux, des phénomènes hydrologiques. Juste on fait monter le niveau des eaux. Là, c'était la Marne et puis le Grand Palais. Évaluation de l'agrément sonore en milieu urbain. Donc, par simple survol, on voit où elles sont placées les zones les plus bruyantes en fonction de la... Et aussi, affichage de la maquette des échanges thermiques. L'expérimentation, elle a été faite dans la ville de Saint-Mandé, où l'IGN Paris se trouve. Et les façades sont colorées en fonction des résultats des capteurs thermiques. Ici, on voit la navigation en continu depuis de l'espace à la rue. Et finalement, la recherche continue toujours à expérimenter là-dedans avec de nouveaux algorithmes de projection hybride ou d'autres algorithmes de recherche pour la visualisation massive des points LIDAR et le streaming surtout. Donc c'est du LIDAR aérien pour l'évolution de la distribution des espèces en milieu forestier. Ça c'était iTowns. En 2015, l'IGN, à part la partie globe qui a commencé en 2016, ça c'était un clin d'œil avec une petite vidéo, toutes les fonctionnalités d'iTowns. En 2015, donc, fin 2015, l'IGN se trouvait avec un produit riche en fonctionnalités, ou plutôt plusieurs produits riches en fonctionnalités, parce qu'à chaque cas d'utilisation, il y a eu des démonstrateurs, la recherche, elle a mis en place des algorithmes, elle a développé des démonstrateurs, mais c'était un petit peu des démonstrateurs un petit peu séparés qui se trouvaient dans les étagères de la recherche. Donc on a un produit qui est riche en fonctionnalités, et aussi le deuxième constat, c'était le moteur 3D de la visualisation, le moteur de visu 3D du géoportail commençait à devenir obsolète parce que c'était basé sur un client lourd. Il est développé pas par l'IGN, mais par la société Diginext. Donc, il fallait trouver une solution, un client léger. Et ce plugin basé sur le client lourd, il allait être abandonné par la plupart des navigateurs, Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc. Donc, c'est devenu une nécessité de trouver une application de visu client léger, qui est le cas d'iTowns. Donc, il était tout à fait naturel de penser à iTowns, de l'industrialiser pour qu'il serve d'abord comme moteur de visu pour le géoportail et aussi pour d'autres utilisations. Donc, en décembre 2015, la décision a été prise d'industrialiser iTowns, et en janvier, le projet industriel ou officiel iTowns, il a été lancé. Son premier but, c'était consolider tous les démonstrateurs et les prototypes de la recherche en un produit industriel qui passe à l'échelle, notamment pour servir donc au géoportail, pour pallier à cette obsolescence qui était annoncée, mais en 2 étapes. Donc, réaliser dans un premier temps un moteur isofonctionnel avec le moteur existant, parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans le site du géoportail, le moteur 3D, ce n'est pas encore iTowns. Ça va être le cas en fin de l'année, plutôt en novembre 2017. Ce n'est pas encore iTowns, mais c'est le moteur de Diginext. Donc, le premier pas de moteur iTowns dans le géoportail, c'est un moteur de visu isofonctionnel avec quelques améliorations en fluidité, mais plutôt isofonctionnel avec ce qui est actuellement, et enrichissement progressivement avec ces fonctionnalités de mesure, de navigation immersive, de saisie, d'annotation, etc. Deuxième but, en parallèle avec cet objectif-là, donc devenir le moteur visu 3D du géoportail, l'autre objectif, c'était de développer des services à valeur ajoutée autour d'iTowns pour répondre aux besoins des collectivités, soit développer des partenariats, soit répondre aux appels d'offres, participer au dialogue compétitif, comme il est déjà le cas avec la mairie de Paris, ou aussi former ou accompagner nos utilisateurs. Et enfin,
Le troisième but de l'industrialisation, c'est que iTunes continue à servir comme source comme plateforme pour la recherche. Les chercheurs à l'IGN sont déchargés dorénavant de la maintenance et de l'industrialisation de la plateforme, mais ils bénéficient et ils se consacrent mieux à leur sujet de recherche, mais ils bénéficient d'une plateforme maintenue. Et en parallèle, ils versent aussi leur contribution à la plateforme iTunes, ce qui contribue à son enrichissement. En février 2016, il y a eu donc la première release du produit, la R1.0, qui était une première release, je ne peux pas dire une petite release, mais qui était une première release avec un noyau consolidé et plus fiable. Le code il a été fiabilisé et on a rajouter un nouveau mode, ce que vous avez vu dans le film, le mode de visualisation depuis l'espace, parce que ça allait être utile pour le géoportail. Donc c'était ça l'objectif de cette release-là. La deuxième décision qui a été prise en janvier avec l'industrialisation du produit, c'était l'ouverture de son noyau à l'open source, pour plusieurs raisons. Intérêt d'abord que les données de l'IGN soient largement utilisées, aussi pour augmenter nos capacités de développement, pour injecter aussi des besoins vus de l'extérieur. Et depuis, deux sociétés nous ont rejoints, Atoll CD et Oslandia. Deux petites PME ont rejoint le projet. Il a été choisi une licence, c'est une licence libre. On a réfléchi sur la licence. Finalement, il a été décidé de prendre une licence libre Cécile B, qui est l'équivalent du MIT, justement pour encourager le développement et afin d'encourager l'adhésion à une communauté, parce que c'est une licence libre, l'adhésion à une communauté et la contribution à l'évolution de la plateforme. La licence, elle permet les utilisations commerciales. La seule obligation, c'est l'obligation de citer. Elle permet aussi de prendre le projet, de le forquer chez soi, de faire ce qu'on veut avec le projet, mais sans obligation de versement de sa contribution. Néanmoins, on réfléchit, si on réfléchit, il est plus intéressant de verser sa contribution dans le master, dans le noyau, parce que comme ça, on suit aussi les évolutions, que de la prendre et de continuer tout seul ces développements pour en faire une utilisation. Mais la licence, elle permet aussi ce type d'utilisation. Sur la gouvernance, le projet iTunes Open Source, il est gouverné par un PSC. Donc, dans ce PSC participent 5 membres, donc 3 de l'IGN et 2 de nos 2 sociétés qui nous ont rejoints. Le PSC, le Project Steering Committee, c'est une instance habituelle de gouvernance des projets d'open source. Il décide en très grande ligne de la feuille de route, mais après, chaque société qui participe développe aussi sa propre feuille de route, mais elle décide en très grande ligne de la feuille de route, notamment en ce qui concerne le master, le noyau, pour qu'il continue à être stable et puis enrichi avec les fonctionnalités. Il décide aussi de la façon dont on va collaborer, des tests qu'on va mettre en place, du niveau de qualité, du process qu'on met en place. On va voir, je vais vous montrer le site du projet open source. Donc, les gens développent des fonctionnalités. Ils proposent de les intégrer dans le master du produit. Ça se passe toujours par des tests et par une revue, par CPR. Il y a des développeurs experts qui font des revues, qui approuvent ou non le versement d'une fonctionnalité dans le master. Donc, tout est assez contrôlé niveau qualité, pas niveau développement, mais niveau qualité, de façon à ce qu'on puisse continuer à avoir un master stable, un noyau stable. Depuis, il y a 3 codes sprint qui ont été faits. Ils ont été hébergés dans les codes sprints des unions de tous les développeurs, où tout le monde développe ensemble, se met ensemble, les développeurs de l'IGN, les développeurs de l'extérieur. Donc, tous les contributeurs se mettent ensemble dans une salle, et puis ils discutent, et puis ils développent ensemble. Et très souvent, dans ces cas, ou toujours dans ces cas, il y a toujours un bond en avant. Le projet marque un bond. Donc, le premier, ça a été en février 2016, justement pour sortir la première release, la 1.0. Le deuxième en juillet 2016 et le troisième en janvier 2017. Le quatrième
aura lieu avant la fin 2017 et il aura pour but de plus développer les tutoriels du produit pour faciliter encore mieux la prise en charge et puis l'adhésion d'autres contributeurs. Alors, quelles sont nos réalisations et notre feuille de route? Alors, comme je vous avais dit, le 6 juillet, c'était la release 2.0. C'est assez frais. La release 2.0 du produit, c'était une release majeure. Maintenant, on a plusieurs modes de visualisation, le mode globe, planar, le mode cubique. Elle assure un passage à l'échelle. C'est une gestion, elle assure aussi une gestion multi-échelle de données, parce qu'on peut naviguer de façon immersive et en continu dans un très grand corps de données, donc de l'image au sol et au sous-sol pour nos prises de vue souterraines dans le métro de Paris, etc. On peut maintenant visualiser tout type de données géoréférencées, des modèles 3D, des modèles des villes, pas uniquement celles issues du mobile mapping et pas uniquement les données de l'IGN. Mais les collectivités peuvent nous fournir leurs modèles de ville, on peut les visualiser via iTunes ou les texturer, etc. Je vais le voir ça après. Le 15 septembre, donc il y a quelques jours, et on est dans un mode release assez fréquente. Il y a la release 2.1, qui est une release assez mineure, néanmoins, elle apporte quelques améliorations, notamment de la gestion des flux. Elle facilite aussi la customisation parce qu'on y a rajouté pas mal d'exemples. Alors, pour contribuer, je crois que je les ai déjà, il y a le site du projet open source, on le voit ici. Donc, il y a toutes les fonctionnalités. Donc, celui-là, il est en évolution permanente. Toutes les fonctionnalités qui se versent dans le noyau, on les voit ici. Donc, il y a 6 heures, il y a eu déjà des faits. Il y a des exemples, le globe planar, le sim processing, etc. Ce que je voulais plutôt vous montrer, c'est le process, comment ça se passe. Donc, ce qu'on appelle un pull request, c'est une demande d'intégrer une fonctionnalité dans le noyau. On en prend une par hasard. Par exemple, on a souhaité développer une fonctionnalité parce que ça apporte une amélioration. On motive, on décrit ce que ça fait, on motive aussi pourquoi je dois le faire. Il y a une discussion entre les contributeurs. Ça, c'est des gens de l'IGN et en dehors de l'IGN. Il y a des tests à passer. Donc, premier pas, il faut que les tests passent. Et le deuxième pas, quand les gens qui font la revue se mettent d'accord, cette fonctionnalité, elle est intégrée dans le noyau du produit. Pour le moment, elle est bloquée parce qu'il y a encore de la discussion sur le comment faire, etc. Ça, c'est juste pour montrer presque un cycle de développement, comment ça se passe dans l'open source. Le site maintenant, le projet, la release. Le site du projet, c'est celui-là, la release 2.0, avec un bon nombre d'exemples. On commence par les visualisations globe d'abord. C'est ce qu'on verra dans le site du géoportail fin novembre. Là, il n'y a qu'une couche qui est montrée, ou plutôt deux, une couche d'élévation et une couche ortho. Un autre exemple, c'est le 3D Tiles qu'on a développé dans la release 2.1. Pour ceux qui intéressent, je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui sont intéressés au format 3D Tiles, ou je passe peut-être vite sur ça pour dire ce que c'est le partage de l'espace en tuiles et puis la visualisation. C'est assez nouveau, notamment pour la visualisation. Mais si c'est peut-être un petit peu long, je zapperai dessus pour regarder.
Donc, en fonction donc, de la résolution que vous voulez plus ou moins résolue, ou de l'erreur plutôt, là vous avez une erreur assez faible, mais si vous augmentez l'erreur, vous allez voir que les petites boîtes, les petits bâtiments que vous voyez là, ils vont disparaître parce qu'on accepte une erreur plus grosse. C'est la même chose pour les détails de l'objet qu'on veut présenter. Le mode cubique, la projection sur le mode cubique. Le mode cubique, c'est un mode assez intéressant parce qu'on a plusieurs plans qui se projettent sur un globe. Une visualisation de l'MNT, après des plans, une vue ortho sur l'MNT et puis d'autres vues vecteurs. Donc voilà, je reprends la... Notre feuille de route. Donc aujourd'hui, on est là. Le site projet qu'on vient de voir, c'est la release 2.1 du 15 septembre. Avec tous les exemples, vous pouvez aller le voir, items-projet.org. Donc vous pouvez aller voir les contributeurs, etc. Via les exemples, il y a pas mal d'exemples. Il y a la documentation aussi, je ne vous ai pas montré, mais il y a la documentation aussi qui est développée, donc qui facilite aussi la prise en main de l'outil. Notre feuille de route aujourd'hui, c'est laquelle? On a une feuille de route en 2 axes. La première, développer des fonctionnalités pour nos projets clients, parce qu'un des objectifs, c'était répondre à nos partenaires et aux besoins des professionnels et des collectivités. Donc, il y a la feuille de route. Enrichissement encore qui va dans le sens horizontal parce que enrichissement encore, c'est comme un couteau suisse qui peut faire beaucoup de choses, donc rajoutons encore d'autres lames à ce couteau suisse. Et aussi, le deuxième axe, c'est élargir le périmètre. Jusqu'à présent, iTownz, c'est un consommateur de flux. Donc, il a besoin de données 3D pour les faire visualiser. Le deuxième pas, c'est on élargit le périmètre, on construit nous-mêmes un entrepôt d'objets 3D, à partager ou non par les collectivités. Comme ça, on développe aussi des partenariats. Et iTownz, de façon à ce que iTownz fonctionne comme un écosystème en autonomie. Le premier volet de la feuille de route, nos projets clients, c'est lesquels nos projets clients, mais le premier, c'est le géoportail. Donc, moteur de visu pour le géoportail, ça va être au mois de novembre. Donc, première étape au mois de novembre, puis enrichissement avec les fonctionnalités qu'on a dit tout à l'heure. Et d'autres projets de partenariat en cours. Il y en a un qui est en cours avec la mairie de Paris, un dialogue compétitif. Le dialogue compétitif, il est terminé. On attend la notification du marché. Donc, iTownz, il est utilisé dans ce cas. C'est un projet d'assainissement des eaux usées de la mairie. Donc, les images souterraines que je vous ai montrées, ça venait de là. Ou plutôt d'un dialogue qui a été déclaré infructueux, mais qui a eu lieu en 2015. Donc, bon, bref, et iTownz, il a été proposé comme moteur de visu de la visite souterraine, et aussi pas uniquement de visu, mais aussi de mesures d'introduction, parce que d'introduction d'autres objets, si on veut rajouter des câbles, des objets 3D, etc., et visualiser ce que ça donne, cet aménagement de l'espace des égouts. C'est un consortium avec Geofit, Atoll CD Auslandia et IGN, bien sûr. Un autre projet dans lequel on participe, c'est Smart City Vision, où il va falloir produire un référentiel 3D adapté, avec des données métiers adaptées pour la réalité virtuelle. Et iTownz va offrir ou proposer les fonctionnalités justement de stockage les fonctionnalités de l'entrepôt, de mise à jour de l'entrepôt et de la visualisation, bien sûr, des données de l'entrepôt. Un autre projet sur lequel iTownz est impliqué, c'est le projet URCLIM, c'est un projet de recherche européenne. Il s'agit ici de visualiser des données qui sont assez disparates, des nuages de points qui arrivent via 5 météos de l'espace européen et puis l'IGN aussi qui participe. Donc il va falloir visualiser des images qui sont plutôt sous la forme des nuages de points, mais qui arrivent sur des formats différents, et les rendre plus compréhensibles pour les utilisateurs.
Et enfin, on continue à développer nos partenariats avec l'Eurométropole de Strasbourg, Rennes, Marseille, Nantes, pour explorer, les acquisitions de Stéréopolis, que ce soit à titre de texturation des modèles de ville, d'étalonnage, de mise à jour, etc. En parallèle, il y a des projets qui sont des purs projets de recherche, qui sont développés sur la base de la plateforme iTounce, mais par les équipes de recherche, parce que c'est de la pure algorithmie. C'est le projet PLU++. Il s'agit ici de rendre compréhensible la visualisation des modèles des villes, ou plutôt de l'application d'une règle d'urbanisme, pour la rendre compréhensible, visualisable et compréhensible par les utilisateurs, de façon à faciliter la concertation citoyenne. Il y a un autre projet, MapStyle, il s'agit de faire de la modélisation du style, de la représentation cartographique. Il y a un projet intéressant, Biome, Build Indoor Outdoor Management, c'est comme du BIM, de l'intérieur et de l'extérieur, en partenariat aussi avec d'autres. Donc il s'agit de modéliser les bâtiments par une projection hybride image et laser. Et deux autres projets qui viennent juste de démarrer, Allegoria et Civic, toujours des problèmes de visualisation. Le premier sur des fonds de cartographie et la deuxième sur le patrimoine archéologique. Le deuxième axe de la feuille de route, c'est l'élargissement du périmètre d'iTounce. Ici, le périmètre actuel, on utilise iTounce, c'est un consommateur de flux, un visualisateur de flux. Les flux, les données sont stockées dans l'infrastructure de l'IGN. Nous avons développé ce qu'il faut, les providers, de façon à pouvoir les visualiser, ces données. La deuxième étape, c'est construire un entrepôt de données 3D dans lequel on peut mettre des maillages 3D, des points cloud, des données de ville, du vecteur 3D, des amers visuels, etc. Cette partie-là, et aussi la partie 3D Tiles, j'ai montré un exemple à titre d'exemple pour la release de points, elle est en développement, mais à grande échelle, cette partie-là, elle ne passe pas tout à fait à l'échelle. Donc cette partie, elle est en développement côté iTounce, et côté serveur, on est en train de développer un entrepôt d'objets 3D. Si je fais un focus sur l'entrepôt, la feuille de route pour la construction de cet entrepôt qui va élargir le périmètre d'iTounce et qui va qui va faire d'iTounce un système autonome. On prend les données de la BD-UNI, par exemple, de l'IGN, mais aussi les données du REF 3D national, aussi ou de nos partenaires, des nuages de points, des maillages 3D. On génère avec les outils de 3D CityDB, on génère du CityGML. On met ces données en cache, une cache tuilée, adaptée aux 3D Tiles, donc on tuile ces infos, et on les envoie en flux. Le format du flux, c'est sur étude. Fort probablement, ça va être du 3DPS, pour être visualisable avec iTounce et pour être diffusé. À la fois, on a aussi, via l'API d'échange et collaboratif, toutes les collectivités qui ont des données en format CityGML, elles peuvent les consulter et aussi faire des signalements de mise à jour. Donc, via l'API d'échange, il y a un signalement. Ce signalement va dans la BD-UNI. On génère un autre modèle que pour ce changement que pour la mise à jour, et on le rend visualisable via iTounce, et on le rend aussi, et on le met aussi dans l'API d'échange. Alors donc, le développement en cours, c'est la mise en base de ces données 3D. On a développé celui-là, donc on a généré du CityGML à partir de la BD-UNI. Maintenant, on est en train de mettre en base ces données, le choix du format des données, et aussi l'étude de la performance du flux en fonction de la sémantique et du niveau de détail qu'on aura choisi. Ces sujets sont sous étude. Et côté client, c'est le support du format 3D Tiles.
quelles sont nos motivations pour le développement de l'entrepôt 3D? D'abord, c'est mutualiser les données, que ce soit les données de l'hygiène, des modèles 3D des collectivités, des partenaires et des maquettes de villes. Permettre aussi aux partenaires et aux professionnels de croiser leurs données avec les données géographiques de l'hygiène. Ça peut se faire dans les deux sens. Soit les collectivités, elles ont leur modèle de ville et elles préfèrent l'infrastructure de l'hygiène pour les stocker. Donc, les modèles de ville de nos partenaires, les modèles de nos partenaires sont stockés dans les entrepôts de l'hygiène. Soit elles peuvent aussi les garder dans l'autre sens, ou les partenaires peuvent les consulter via iTunes, les visualiser, les consulter via iTunes, ou aussi dans l'autre sens, nos partenaires préfèrent garder leurs propres entrepôts de données 3D, mais on propose juste une instance d'iTunes pour qu'elle puisse, iTunes, elle a une API ouverte, elle peut se connecter sur n'importe quel flux, pourvu qu'il soit un flux standard. Donc, on peut se connecter via iTunes et visualiser ses propres données dans ses propres entrepôts. Donc, on peut mutualiser les données, et on laisse cette liberté à nos partenaires. Donc, ça nous permet de développer de nouveaux modèles de partenariat et de services. Et de l'autre côté, ça correspond avec le modèle de construction du référentiel 3D national, parce que le modèle de construction, c'est que les collectivités fournissent leur modèle, l'IGN fait leur prise de vue aérienne ou terrestre, fait la texturation et elle met ses modèles après. En guise d'échange, elle met ces modèles après à la disposition des collectivités pour qu'elles puissent les consulter ou suggérer des mises à jour. Donc, voilà donc ce qui est iTunes aujourd'hui en fonctionnalité, en périmètre et en feuille de route. Le dernier slide, c'est un cadeau d'Adobe qui a fait une rotation de 90 degrés quand il a fabriqué le PDF. Donc voilà, si vous avez des questions, soit sur comment contribuer ou quel partenariat développer, ou etc., sur d'autres choses sur iTunes, parce que c'était peut-être un peu rapide. Merci. 1, 2, 1, 2. Oui. Merci d'être venu présenter cette solution, parce que c'est très très impressionnant en fait techniquement ce que vous arrivez à faire, et surtout c'est tellement noble de rendre ça disponible en open source. Et je me demandais du coup en tant que particulier ou même d'entreprise, quels étaient les flux de données 2D disponibles aujourd'hui pour intégrer dans iTunes, donc les fameux layers 2D et leur pricing en fait. Oui, il est vrai que souvent, il est plus commode ou plus pratique de visualiser. iTunes, c'est un moteur de visualisation 3D, de navigation immersive sur des modèles 3D. Mais dans certains cas de figure, il est plus pratique de consulter l'info en 2D, donc la 3D n'apporte rien. Mais dans le cas du géoportail, par exemple, les deux modes sont conservés. Déjà, dans une visu 3D, on peut très bien visualiser, on l'a vu dans un cas, mais c'est passé vite dans le film, les passages piétons, tout ça, c'est de l'info vectorielle en 2D. Mais dans le cas du géoportail, par exemple, les deux modes sont conservés en 2D, en 3D, et l'utilisateur, il va choisir s'il veut voir l'info en 2D, parce qu'il lui suffit juste un plan tracé ou une carte, etc., ou s'il veut voir l'info en 3D. Il y a même certaines infos qui sont déconseillées, où le mode 3D, il est dévalidé parce que ça apporte quelquefois plus de confusion. Donc les deux modes sont conservés. Et je me demandais en fait ce que propose l'IGN comme service de tuiles 2D et combien ça coûtait de manière générale. Ça continue toujours à être proposé, à être visualisable. C'est un flux WFS. Alors, si on prend un flux WFS qui, il n'est pas très performant parce que l'entrepôt de l'IGN, il est. Je ne sais pas si vous êtes allé voir l'application Voyager dans le temps ou quelque chose, la carte dans le temps. Celui-là, il est basé sur un flux WFS. C'est un flux qui n'est pas très performant parce que la bande passante, elle a été choisie telle à ne pas
permettre énormément d'utilisateurs. Donc, s'il y en a 1000 utilisateurs qui se connectent dessus, le flux, il tombe. Alors, avec iTounce, ce flux-là, ce mode de visualisation du WFS, elle va être conservée, donc des flux vecteurs. Mais avec le 3D Tiles, on pense bien développer du vecteur 2D tuilé, parce que dans les tuiles du 3D Tiles, on met ce qu'on veut. On met de l'info 3D, on peut mettre des nuages de points, de l'info 2D ou de l'info 3D. Et ça va être un flux beaucoup plus performant parce que c'est écrit, le 3D Tile, c'est écrit en GLTF qui attaque directement la carte graphique, donc il n'y aura pas ces problèmes de performance. Mais iTounce, il est capable de visualiser du flux du WFS, donc du vecteur 2D, et c'est sur cette base-là que on fait nos expérimentations de visualisation immersive, de navigation immersive. Donc on prend les empreintes des bâtiments qui viennent de ce format WFS avec le JSON incorporé. On génère les plans des façades et des toits et on projette les images. Donc voilà. D'accord, merci. Je me permets d'intervenir. C'est votre question, c'était de connaître Si votre question était un petit peu en dehors de iTounce, de savoir quelles sont les couches disponibles du géoportail, sachez qu'elles sont absolument toutes disponibles dans les différents formats dont Mirella a parlé, WMTS, WMS, WFS. Et pour ça, il suffit de vous connecter sur IGN.fr et d'obtenir une clé découverte pour avoir accès à l'ensemble des données que vous voyez sur le géoportail, quelles qu'elles soient. Cette clé découverte, elle aura juste une limitation de transactions qui est de l'ordre de 10 000 transactions par an. Et selon que vous êtes ensuite une collectivité, vous avez une mission de service public ou pas, vous aurez accès à d'autres transactions gratuites. Mais dès maintenant, l'ensemble des couches 2D, 3D de l'IGN sont accessibles grâce à cette clé découverte qui permet déjà pas mal de manipulations, voire même d'usage. Et bien sûr, toutes ces données sont visualisables avec iTounce à partir de fin novembre. Et alors, quelles sont, Mirella, les échéances prévisibles pour la mise en service complète de cet entrepôt 3D? Très bonne question. L'entrepôt expérimental. L'entrepôt expérimental, il est prévu pour avant la fin de l'année, parce qu'on a déjà fait nos premières expérimentations sur Rennes et surtout Paris. Donc, dans les entrepôts de géoportail, il faut comprendre aussi que l'infrastructure du géoportail, elle est en train de migrer. Et dans cette migration, il nous réserve aussi une place pour faire notre expérimentation d'entrepôt 3D. Donc l'entrepôt expérimental, je dis toujours expérimental, c'est comme iTounce au début qui était un petit peu... ça va être disponible parce qu'on a nos échéances, c'est lié avec les échéances du projet Smart City Vision. Donc cet automne, avant la fin de l'année, on aura un entrepôt expérimental 3D, justement pour expérimenter avec quel niveau de détail, avec quelle performance quel format on peut diffuser le flux, quelle sémantique on garde aussi, si on garde toute la sémantique ou si on fait une sémantique plus épurée pour un flux plus performant. Donc il y a quelques sujets sur la table qu'on va traiter avec cet entrepôt 3D avant de passer à un entrepôt 3D au niveau national. Pour générer les données, ce n'est pas compliqué. On les a déjà générées à partir de la BD-UNI. Après, le plus compliqué, c'est la mise en base et puis la diffusion en flux. Donc, générer le cache 3D Tiles et le diffuser en flux. Donc, générer le cache 3D Tiles, c'est le format de la tuile, justement, le format de la tuile, le niveau de l'erreur, la sémantique embarquée et le format du flux. Fort probablement, c'est du 3DPS. C'est devenu récemment un community standard de l'OGC qui permet de diffuser du 3D Tiles et de I3S, qui est le format propriétaire d'Esri. Nous, on choisit du 3D Tiles parce que c'est un format ouvert,
D'autres moteurs sont basés dessus, et pas un format propriétaire comme le i3S, mais le 3D Portrayal Service, qui est un assez nouveau protocole de diffusion des données, permet d'adresser ces deux. Donc ces sujets sont à l'étude, et l'entrepôt expérimental, il va être disponible avant la fin de l'année, avec un accès à nos partenaires de la construction, à nos partenaires du projet Smart City Vision, et à l'interne de l'IGN. Après, on verra les accès. Oui, une question personnelle. Est-ce qu'il y a des collaborations entre l'IGN et Google, les moteurs de Google Maps, par exemple? Pardon? Est-ce que vous travaillez avec eux ou pas? Vous travaillez avec Google? Non. Non, pas du tout. D'abord, on ne fait pas la même chose. ITAN s'adresse plutôt aux professionnels, parce que toutes les fonctionnalités de laser, de mesure, de saisie d'objets, de simulation, d'implantation d'objets, donc c'est pas forcément. Ça peut être utilisé pour le grand public, mais il a beaucoup plus de fonctionnalités valorisantes qui le rendent utile d'abord pour les professionnels, les collectivités, mais on ne travaille pas avec Google. Qui ne vous offre pas d'ailleurs des mesures avec une telle précision et autre chose. Bon, merci pour votre attention. S'il n'y a pas d'autres questions.